Bonsoir Frédérique Kaba, vous êtes directrice des missions sociales à la Fondation Abbé Pierre. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la trêve hivernale, plus d'expulsions jusqu'au 31 mars. Emmanuel Macron avait promis qu'il n'y aurait plus personne dans la rue en 2017, on est fin 2018. On en est donc encore loin, Frédérique Kaba. On en est très loin. Hein. La dernière enquête INSEE de 2011 chiffrait plus de 130 000 personnes à la rue. Aujourd'hui, on ouvre à nouveau 14 000 places en plan hivernal, des places temporaires, et on est loin de résoudre la problématique des personnes qui sont confrontées à la vie à la rue. Alors là, oui, vous citez le plan grand froid qui vient d'être lancé par le gouvernement. En effet, il annonce 14 000 places d'hébergement supplémentaires. Ça, vous dites, c'est sous-dimensionné. Alors, c'est sous-dimensionné certainement. C'est un geste et un acte important. Ça permet de préserver la vie des personnes, clairement. Mais ça ne permet pas de sortir de la difficulté, de sortir définitivement de la rue. Parce que le gouvernement dit quand même qu'on n'a jamais proposé autant de places pour les sans-abri. Je rappelle qu'il y en a 136 000 toute l'année par ailleurs. Oui, bien sûr, c'est 14 000 places, c'est 2 000 places de plus que l'an dernier. Ceci dit, ça fait 10 ans que le plan hivernal existe. Alors, le gouvernement annonce aussi davantage de maraudes, des équipes de personnes, de bénévoles qui vont sur le terrain au contact des personnes les plus fragilisées qui ne demanderaient peut-être pas d'aide d'elle-même. Est-ce que ça, c'est une initiative qui va dans le bon sens? Ça va dans le bon sens parce qu'il faut garder le contact. Il faut prendre contact avec les personnes qui risquent de devenir invisibles à la société. Par contre, la question qui se pose, c'est quelle réponse va pouvoir apporter le maraudeur au-delà de quelques mois de mise à l'abri? La question qui se pose pour les personnes, c'est celle-là. Et peut-être parfois, c'est pour ça qu'elles refusent de la place d'hébergement. C'est qu'elles n'en peuvent plus de ce circuit infernal entre la rue et l'hébergement. Ça, c'est pas juste, effectivement, caricatural. Ça existe des personnes qui refusent en effet de l'aide qu'on peut leur proposer. Parfois, elles peuvent refuser de l'hébergement parce qu'elles ne veulent plus de ce système-là. Elles veulent un logement. On sait en plus que certaines qui ont fait l'effort d'appeler le 115, qui est le fameux numéro d'urgence pour les personnes qui ont besoin d'un toit et qui n'en ont pas, elles se voient répondre qu'il n'y a pas de solution pour elles. L'année dernière, c'est 25% des personnes appelantes qui n'ont pas eu de solution en appelant le 115 pendant l'hiver. 25%. L'année dernière, c'est 36% des personnes qui ont été accueillies dans les places d'hébergement qui ont été remises à la rue le 31 mars à la fin du plan hivernal. On est donc dans un système qui ne répond pas au problème de fond, qui est un problème d'errance et qui est un problème de grande précarité. Alors c'est quoi la solution si effectivement, pour l'instant, ce qui leur est proposé, qui sont effectivement des offres ponctuelles, ne suffisent pas? En tout cas, ce n'est pas en baissant l'APL qu'on va réussir à permettre aux personnes d'avoir les moyens de payer leur loyer. Les aides au logement. Les aides au logement, pardon. 4 milliards d'euros d'ici 2020 seront donc supprimés, baissés, et vont faire que le reste pour vivre pour les personnes va diminuer puisque leur part du loyer va augmenter. Ça favorise l'expulsion. 15 500 ménages expulsés l'année dernière en 2017 avec le concours de la force publique, plus toutes celles qui sont parties, ces familles, avant l'arrivée de la police. Donc il y a un sujet fondamental à ce que les personnes puissent payer leur loyer. Quand bien même elles travaillent, parfois, elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Alors est-ce que les solutions que proposent des villes, des collectivités, je pense par exemple à la ville de Paris qui annonce ouvrir l'hôtel de ville, des salons dans l'hôtel de ville, plus de 700 mètres carrés pour accueillir des femmes, notamment SDF, bien ça peut donner aussi des idées concrètes à d'autres villes, d'autres maires peut-être? Bien sûr, c'est des idées concrètes qui permettent de préserver la vie. Soyons clairs. Nous avons besoin de ces places d'hébergement d'urgence d'hiver. Nous avons besoin que les personnes soient accueillies. Mais les personnes, elles ont besoin d'avoir un projet de vie. Et pour avoir un projet de vie, il faut avoir accès à un logement. Donc on est dans une perte de sens. Chaque année, on accueille, on ouvre, c'est très bien, ça permet de préserver la vie. Et puis, on ressort plus d'un tiers des personnes à la rue. Et donc, on a une non-réponse sociale pour l'ensemble de ces personnes. Est-ce qu'il faut aussi peut-être davantage, pour le coup des solutions peut-être plus pérennes, davantage réquisitionner? Je pense au ministre du Logement qui dit qu'il faut transformer des bureaux qui ne sont pas occupés depuis longtemps en logement. En Ile-de-France, 500 000 mètres carrés de bureaux vont être transformés. Est-ce que ça, on peut mettre la pression pour que ça soit fait? Bien sûr. Le préfet a le pouvoir de réquisitionner. Sans problème, et depuis longtemps. Donc de l'imposer, c'est ça, à des propriétaires de bureaux? Bien sûr, de l'imposer, bien sûr. Après, il faut transformer les bureaux en logements. Ça, c'est possible aussi, c'est un investissement. Ce que nous voulons dire, nous, la Fondation Abbé Pierre, c'est qu'il faut se donner les moyens de ses ambitions.
aujourd'hui, les moyens qui sont donnés permettent de préserver la vie, mais ne permettent pas de donner une égalité de chance à l'ensemble des personnes qui sont à la rue aujourd'hui par rapport à l'ensemble de la population. Vous parlez d'égalité de chance, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de clichés qui sont véhiculés sur les sans-abri. On a l'impression que beaucoup sont totalement désociabilisés, c'est pas forcément le cas. Vous dites même qu'il y en a qui ont du travail et pourtant qui n'ont pas de toit. Bien sûr, la dernière enquête INSEE, 25% des personnes qui sont à la rue, qui ont été donc vues par cette enquête, ont un travail. Elles dorment dans une voiture, elles dorment dans un garage, elles vont réfugier dans des espaces pour pouvoir tenir. Combien de temps elles peuvent tenir, ça c'est une question, mais en tout cas, en face, ils n'ont pas la possibilité, elles n'ont pas la possibilité d'avoir un logement, ces personnes-là. Est-ce que la proposition d'hébergement en logement, en hôtels sociaux, c'est une proposition intéressante pour que ça soit plus durable, ou c'est pas du tout normalement l'objectif de ces logements? Encore une fois, c'est une réponse d'urgence, c'est une réponse humanitaire. Pourtant, beaucoup restent des années dans les logements sociaux. Justement, c'est un problème. Quand ça devient un mode de vie, c'est un problème. On ne peut pas construire un projet de vie quand on change d'hôtel toutes les semaines. On ne peut pas construire un projet de vie quand on ne peut pas scolariser ses enfants avec régularité dans la même école parce qu'on bouge en Ile-de-France, par exemple. On ne peut pas avoir un projet de vie quand on n'a pas de cuisine dans l'hôtel dans lequel on est logé, parfois depuis des années. Ça coûte en plus très cher, je crois, à l'État. Oui. C'est 300 millions d'euros en gros par an. Oui. Ça veut dire quasiment que pour une famille accompagnée, si ça coûte 1 000 euros par mois, on pourrait se débrouiller pour les accompagner sur un appartement ou un studio qui serait un réel appartement ou un réel studio. Tout à fait. Vous parliez de clichés. Nous, on parle de levée des représentations. Il y a un enjeu fort à permettre aux personnes les plus pauvres et les plus précaires d'accéder à un logement. Il faut donc refaire confiance. Il faut que chacun puisse refaire confiance. Alors, comment on fait pour refaire confiance? Parce que les bailleurs aussi ne souhaitent peut-être pas louer, ont peur. Comment ça se passe pour recréer cette confiance? Il faut faire de la rencontre, évidemment. Alors, les maraudes, les associations, l'accompagnement social est une bonne chose. Mais il faut aussi accepter que l'autre, pauvre, à un moment donné, n'est pas différent de nous et a eu ou un accident ou une difficulté dans sa vie qui l'a plongé à la rue et il faut pouvoir retendre la main. En 15 ans, le nombre de familles à la rue, justement, a explosé. Des femmes et leurs enfants, souvent, vivent dans la rue. Comment est-ce qu'on explique cette tendance dramatique ? Alors, on peut l'expliquer par les expulsions. En 10 ans, plus de 46%. En 15 ans, plus de 106% d'augmentation des expulsions avec le concours de la force publique. Évidemment que ça projette des personnes à la rue et des familles en particulier. Et puis, les effets de solidarité qui diminuent. Quand on a soi-même moins d'argent, c'est difficile d'accueillir quelqu'un qui est en difficulté de sa famille ou qui nous est proche. Donc, il y a une tension très, très forte. Il y a une perte de rémunération. Il y a une perte d'accès au logement. Et puis, attention, il y a des prix du logement qui explosent. Donc, pour retrouver un logement à ce moment-là, c'est extrêmement difficile. Vous parlez des prix du logement, c'est vrai que la précarité, elle est même pour ceux qui ont la chance d'avoir encore un logement, mais qui ont évidemment des revenus très très faibles. Et je pense notamment aux factures d'électricité ou de gaz pour se chauffer. À partir d'aujourd'hui, la facture de gaz va augmenter de 5%. Ça, c'est un nouveau coup dur pour les plus démunis? Bien sûr, et particulièrement si vous vivez dans un logement indécent ou un habitat indigne, vous avez une facture qui double, donc vous avez une précarité énergétique qui est très forte et qui pèse sur votre reste pour vivre. Et parfois, il faut choisir entre le loyer, le chauffage et se nourrir. Un dernier mot quand même sur des actions concrètes que nous, citoyens, on peut peut-être faire pour justement aider, comme on peut à notre niveau, des personnes sans abri. Je voulais citer Christian Page. C'est un ancien SDF qui s'est retrouvé à la rue pendant 3 ans. Il vient d'écrire un livre, ça s'appelle « Belleville au cœur ». Et voilà ses conseils, écoutez-le. Vous voyez un mec en bas de votre immeuble, il fait froid. Vous avez 30 paires de chaussettes dans votre armoire, vous en prenez une, vous ramenez du café chaud. Si tous ceux qui habitent dans votre immeuble le font, le gars est habillé en costard et il a du boulot avant la fin de la journée. Frédéric Cabas, est-ce que c'est ça aussi peut-être aider à notre niveau? Des petits gestes, mais qui apportent beaucoup de réconfort. Oui, du réconfort, arrêter d'avoir peur et considérer l'autre, c'est-à-dire accepter de le voir à nouveau, de le regarder dans les yeux et de le considérer comme une personne à part entière. Et puis, bien sûr, on rappelle quand même, on peut aider en appelant le 115 si on voit quelqu'un qui a besoin de notre aide dans la rue. Oui. Le numéro d'urgence. Merci, Frédéric Cabas. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé, une émission consacrée ce soir à Donald Trump qui hystérise les débats de la campagne des midterms et les élections de mi-mandat. Une campagne sous haute tension. Le président américain lance une offensive sur l'immigration. Jusqu'où ira la surenchère? C'est dans l'air, c'est dans un instant.